reçois Aymeric Bourgeois. Aymeric, c'est le CEO de KickAds. Et pour te présenter KickAds en une phrase, je vais juste simplement lire la tagline qu'ils utilisent sur leur profil LinkedIn. On aide les marques e-commerce à vendre plus grâce à des stratégies créatives performantes sur Meta et TikTok. En d'autres termes, tu leur donnes un budget publicitaire et eux, ils vont l'utiliser afin de créer des créatives et en même temps publier ces créatives sur des plateformes qui te permettra de toucher ton audience. Et pour parler un petit peu de leur palmarès, ils ont notamment accompagné la Bourse Livre, réussissant à leur faire passer 260 000 euros par mois à 1 million d'euros par mois de chiffre d'affaires. Bref, en soi, cet épisode, c'est la discussion entre une personne qui ne s'y connaît rien du tout en ads, moi ici, et une personne qui a plus de 10 ans d'expérience. Et je lui ai posé les questions les plus bêtes qu'on pourrait poser quand on se lance dans les ads. Donc je pense que l'échange qu'on va avoir va être ultra intéressant pour toi si tu veux te lancer dans les ads, et aussi un super bon rappel si tu veux tout simplement t'améliorer sur ce sujet. Je te laisse tous les contacts de Aymeric en description. N'hésite surtout pas à le contacter si tu as la moindre question. Et je te laisse avec le podcast. Prends soin de toi. Ciao. Salut Aymeric, super content de t'avoir dans le podcast. Salut Tassim, merci pour Après avoir l'invite. eu quelques problèmes en début de podcast, pour le coup, ça fait 20 minutes qu'on essaie de configurer un micro. Ça venait de chez moi apparemment. Donc Ouais, déjà désolé pour ça, pour le coup. pas Et de souci, t'inquiète. mais écoute, super content. Aujourd'hui, on va parler du coup des ads. J'imagine que tu es un petit peu expert là-dedans. Bien sûr, tout ça sera expliqué dans l'introduction, de pourquoi Aymeric est pertinent de parler de ce sujet. Mais j'ai une question toute bête. Comme tu le sais, moi je suis totalement débutant dans le métier dans les ads de manière générale. Euh, je sais que je vais devoir investir mon argent durement gagné. Du coup, la question que j'ai à te poser, c'est en quoi c'est pertinent. Parce que moi, regarde, aujourd'hui, je peux te le dire que, par exemple, j'ai du monde qui vient avec le contenu, j'ai du monde qui vient avec le cold call, on est plutôt bon au cold call parce que c'est ma compétence. Du coup, en quoi ça pourrait être intéressant pour moi de prendre des ads, de faire des ads? Ouais, bah alors en fait, ça dépend, comme toujours malheureusement, mais ça va dépendre de pas mal de facteurs. Déjà, dans un premier temps, pour commencer les ads, comme tu l'as dit, il faut avoir déjà une preuve de concept. Si tu attires déjà des clients avec le contenu, bah déjà c'est bon signe. Ça veut dire que si tu as fait du contenu, mais cette fois sponsorisé, bah potentiellement tu vas continuer d'attirer des gens, mais un peu plus parce que tu vas avoir plus de visibilité. Sur le principe, c'est ça. Ensuite, il faut faire des calculs un petit peu. Il faut faire des calculs sur combien un client te rapporte. Donc la lifetime value d'un de tes clients. Si par exemple tu signes des abonnements à 500 euros par mois, mettons, et que un client reste en moyenne 6 mois. Donc ça va te faire, si je dis pas de bêtises, 3000 euros de LTV. Donc il faut que tu saches combien est-ce que tu es prêt à payer pour avoir un client. Un client qui Mhm. dépense 3000 euros, potentiellement si tu fais du service, bah, si ça se trouve tu es à 100% de marge brute. Donc on va dire que tu es capable de payer 1000 euros pour obtenir un client. Ok. Donc ça c'est la première chose. Maintenant tu es capable de payer 1000 euros pour obtenir un client, c'est bien, mais ça reste beaucoup pour optimiser ces ads parce que l'objectif c'est d'avoir des conversions tous les jours ou tous les quelques jours pour pouvoir optimiser, pour savoir si ce que tu fais c'est bien. Parce que Mhm. si tu es prêt à payer 1000 euros pour avoir un client, mais que ton budget c'est 1000 euros par mois, bah, potentiellement tu vas dépenser 1000 euros. À la fin du mois, tu auras peut-être un client, mais tu en auras peut-être zéro. Ok. Donc c'est pour ça que sur les paniers moyens, donc en général dans le B2B et dans les SaaS, c'est des paniers moyens assez élevés. Ouais. C'est pour ça que c'est un petit peu plus compliqué. Donc la première chose, c'est déjà d'avoir les reins solides. C'est de savoir combien on est prêt à payer pour avoir un client ou un lead. Ça Mhm. dépend un peu du funnel de conversion. Et, euh, et ensuite, d'investir pour avoir minimum un lead par jour Ok. pour savoir grosso modo si ce qu'on fait ça marche. Ok, je vois. Donc, tu dirais que les ads, c'est que pour des personnes qui sont déjà bien avancées ou il n'y a aucun moyen au début d'utiliser des ads, par exemple? On peut faire des ads au début. Maintenant, ça va pas être la même mécanique. Ça va plus être une mécanique de test. Ok. Si on veut tester un marché, tester une offre, on peut totalement faire des ads dès le début pour voir si l'offre est pertinente plus rapidement qu'avec du contenu. Parce Ok. que si on fait juste du contenu ou de la prospection, par exemple, et que l'offre convertit pas, on ne sait pas toujours si c'est l'offre qui est mauvaise
ou si c'est juste le contenu que j'ai produit qui était pas bon, ou alors si je m'y prends mal en prospection, par exemple. Mm. Donc, faire des ads dans ce genre de cas, ça permet de tester. Par Ok. contre, dans ce cas-là, si c'est du test, faut être clair sur combien est-ce qu'on investit, se dire que ce budget-là, potentiellement, il va être perdu à 100%, et que ça marche ou que ça marche pas, on a investi le budget de test. Une fois qu'on l'a investi, on coupe, on prend un petit peu de recul, on réfléchit à ce qu'on fait, et derrière on valide l'offre, etc., etc. Mais c'est vraiment une mécanique différente. T'as la Ok. mécanique de test, donc vraiment on investit un petit budget pour voir si l'offre elle est pertinente, et on Mhm. sait que ce budget il sera pas rentable. Ok. Et t'as la mécanique de scale plutôt, ce qui est le mieux dans la majorité des cas évidemment, c'est on a validé une offre, on a validé un positionnement sur de l'organique, sur de la prospection, Ok. et derrière, une fois que ça marche et qu'on peut encaisser plus de volume en termes de production, on va faire des ads, et les ads c'est vraiment un amplificateur en fait. Ok. C'est en gros t'as ton bateau avec une petite voile, et ça c'est l'organique. Bah, faire des ads, ça va être avoir une voile beaucoup plus grande, mais ça crée pas du vent. Donc ça va pas t'apporter de l'attraction, mais si t'as déjà de l'attraction, ça va amplifier en fait. Je vois, je vois. J'ai une petite question par rapport à ça. Du coup, on est d'accord que dans l'idée, euh, au début, c'est pertinent, si tu as un petit budget et que tu as un peu d'argent, imagine que tu viens de lever, et tu veux faire une petite test rapide pour voir si telle proposition de valeur pourrait fonctionner. Ouais, Deuxième partie, c'est vraiment, bah là, tu es installé, et là, tu dois juste mettre un petit peu plus un petit coup de. Imagine, tu es dans une partie de scale, c'est bon, tu as bien travaillé ton delivery, tu sais que tu pourrais encaisser peut-être 10, 15, 30, 40 clients de plus si tu fais du service. Et à ce moment-là, tu mets des ads. Maintenant, la question, tu avais parlé de LTV, etc. Donc, c'est relatif au budget que tu veux investir. Est-ce que ça te dirait de faire un petit point là-dessus pour que, ben, à donner aux gens, par exemple, qui écoutent ce podcast, mais quel calcul ils doivent faire concrètement pour pouvoir comprendre le budget qu'ils vont devoir mettre. Donc, tu m'as parlé de panier moyen, de LTV et en fonction de ce que je gagne avec un client. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus pour vraiment calculer? Parce que moi, ça m'intéresse, en fonction de qu'est-ce ouais, que je gagne, etc. Quel budget je vais devoir investir du coup? ouais, bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir avec les ads avant de rentrer dans le calcul LTV, etc., c'est que dans l'idéal, il faut avoir plusieurs conversions par jour. Conversion, ça peut être achat, mais ça peut aussi être lead. Mais en tout cas, il faut en avoir plusieurs par jour pour que l'algorithme sache s'il diffuse aux bonnes personnes ou pas. S'il diffuse, par exemple, l'équivalent de 100 euros en une journée et qu'il a zéro lead, il va savoir qu'il diffuse pas aux bonnes personnes. S'il diffuse le lendemain 100 euros aussi, mais qu'il a 10 leads, là, il va savoir qu'il s'approche un peu plus de la cible. Donc, c'est du machine learning, en fait. L'algorithme, plus il a de données, plus il va savoir qui allait cibler. Donc, c'est pour ça que je prenais l'exemple d'une conversion à 1000 euros tout à l'heure, où là, pour le coup, c'est très dur parce qu'il va falloir investir des très gros budgets, ou alors on va être à l'aveugle. Donc, ça, déjà, c'est assez important à préciser. Donc, maintenant, si on reprend un exemple d'une LTV à 3000 euros avec un abonnement à 500 euros par mois, mettons qu'on peut se permettre de payer 1000 euros pour un client. Après ça, il faut calculer en fonction de la marge brute. Ensuite, on enlève les coûts fixes, etc. Ça, c'est un calcul qui est plus financier, donc qui dépend de chacun. Et derrière, on voit potentiellement avec ce coût d'acquisition à 1000 euros, combien est-ce qu'on fait de bénéfices sur la presta à 3000 euros potentiellement. Une fois qu'on a ça, on a notre coût d'acquisition cible qui est à 1000 euros. Du coup, ça, c'est le coût d'acquisition cible. Maintenant, combien est-ce qu'il nous faut de leads pour avoir une conversion? Par exemple, si on prend un taux de closing à 20%, on sait, donc il faudra... T'as ton micro qui est coupé, je crois. Je disais que c'est moyen, 20% c'est moyen. Il faut que les gens sachent que c'est plutôt la moyenne, on va dire 20%. Ouais, exactement. Après, ça dépend forcément de Bien sûr, bien sûr. l'activité, de si on est bon en closing ou pas. Exactement. Pour l'exemple, voilà, pour l'exemple 20%. Donc, on sait qu'il nous faut 5 leads pour avoir un client. Donc, il faut avoir un coût par lead dans cet exemple-là, à 200 euros maximum. Et si on a ce coût par lead à 200 euros, et qu'on veut avoir un lead par jour, il faut investir 200 euros par jour, soit 6000 euros par mois. Là, j'ai pris un exemple
c'est un gros budget pour démarrer, Bien sûr. mais après, ça, c'est l'objectif cible. Maintenant, Mhm. si vous êtes en dessous de ça, bah, tant mieux, hein. Tant Bien mieux, sûr, bien sûr. ça fait plus de bénéfices. Et après ça, c'est pour un panier moyen élevé aussi. Si on est sur pas sur du service, mais sur du SaaS, on va peut-être plutôt être au lieu de 500 euros par mois, à 50 euros par mois. Mhm. Et bah après là, du coup, c'est des mécaniques différentes parce qu'il n'y a pas forcément de closing en direct sur du SaaS, mais la mécanique reste la même. Du coup, il faut avoir un coût par inscription, bah, selon la LTV, dans ce cas-là, aux alentours de 100 euros. Ok, ok, ok. Parfait, du coup. Je vois le calcul qu'il faut faire, du coup. C'est un calcul un peu savant entre le nombre de leads que j'ai besoin pour signer un client avec mon taux de closing. Et en fait, c'est intéressant parce que je pense que c'est un bon moyen pour la plupart des personnes En fait, quand tu arrives à ce niveau-là, tu modélises déjà ton business, tu vois. Tu vois ton funnel de conversion, tu vois Exactement. toutes les étapes de ton funnel, donc ça va être très simple de calculer ça. Donc c'est vrai que je vois quand tu dis que les ads sont un truc pour des gens qui sont un petit peu établis, qui commencent à avoir un peu d'action, ils ont un petit peu clair, ils savent très bien qui est leur client, etc. Ouais, Ok. exactement. C'est pour ça que c'est d'ailleurs plus facile enfin plus facile. C'est plus facile de démarrer pour un e-commerce que pour du service B2B parce que les paniers moyens sont beaucoup plus faibles. Quand tu as un panier moyen à 50 euros et que tu dois avoir un coût d'acquisition par exemple à 20 euros, Mhm. euh, bah forcément mettre 3 fois 20 euros par jour, c'est plus facile. Tu Mhm. te retrouves à grosso modo 1500 euros par mois. C'est un budget qui est plus accessible pour démarrer. Ouais. Après, il faut qu'ils partent dans l'idée que les gens ils vont devoir dépenser autour des 100 euros par jour, quoi. Moi, je trouve que c'est ce qu'on m'a dit qu'il fallait mettre en général. Faut avoir cette idée-là. Tu vois, quand tu fais du service, on est autour des 100 euros par jour. On est d'accord là-dessus. Bah en fait c'est toujours pareil, ça dépend vraiment du coût par conversion. Parce que Mhm. 100 euros par jour, si tu as un coût par conversion à 200 euros, ça va être trop faible, mais si tu as un coût par conversion à 20 euros, c'est très bien. Ok. Donc ça dépend, mais effectivement, la logique, elle est là, c'est de dépenser un budget minimum pour que y ait des conversions qui arrivent dans l'idéal tous les jours et que l'algo puisse s'optimiser et que même toi, quand tu gères ton budget, tu saches si ce que tu fais c'est bien ou pas. Ouais, bien sûr. Bon, du coup, on a compris qu'il y a beaucoup de choses qui sont extérieures, taux de closing, la LTV, tout ça, donc c'est un petit peu extérieur à toi. C'est à ça que te sert ton contenu et à la prospection à Fortech, tout ça. Ça va te permettre de mapper ton réseau, enfin, de toute manière, ta performance, on va dire. Et Mhm. ben maintenant, on va essayer de parler des choses que tu peux contrôler quand il s'agit d'ads. Ok. Ouais. Vraiment quand il s'agit d'ads. Et j'ai une question qui va rentrer un peu plus dans le projet. Comme tu sais, bah, je suis pas du tout expert. Moi, je sais pas du tout c'est quoi le process pour créer une ads. Je sais même pas à quoi ressemble un ads manager pour être honnête avec toi. J'en ai déjà vu devant moi, mais tu vois, j'ai jamais vraiment utilisé le truc de A à Z. Et du coup, la Ouais. question que j'aurais, c'est maintenant que je veux commencer, donc j'ai établi mon budget. Maintenant, je sais que je vais aller sur tel montant. Comment ça se passe après ça? Ouais, bah la première chose à faire, c'est de créer un business manager. Ok. Donc ça, Basique. c'est le basique, c'est l'outil professionnel de Meta pour la publicité et pas que d'ailleurs. Donc ça, c'est assez facile, hein, franchement. Taper Mhm. créer un business manager sur Google, je pense que c'est le premier lien. Et Les plateformes elles-mêmes te donnent des tutoriels pour le créer, etc. Donc c'est ouais, pas... ouais, ouais, exactement. Et et après, bon, il y a quelques étapes de paramétrage qu'on va peut-être pas tout aborder dans la vidéo, sinon je pense qu'elle ferait 2 heures. Mais Euh, pour ça, je l'ai regardé avant de venir, je sais, c'est pour ça que je dis ça. Une vidéo que Emeric a fait qui est vraiment incroyable. Je la mettrai en lien en description, comme ça vous pouvez aller voir sur les quelques paramétrages qu'il faut faire, apparemment qui sont hyper importants. Tu crées ton compte et après tu mets ces paramétrages que Emeric te montre dans cette vidéo. Et je vous la mets en description. Comme ça, vous pouvez aller voir comme ça, pas d'erreur bête, juste de paramétrage qui pourraient être gérés facilement, quoi. Exactement, merci pour Je la fais la petite pub. pub. Je fais la pub. Ça fait toujours plaisir, ça fait toujours plaisir. Euh, ouais, du coup, il y a toute cette partie paramétrage qui est pas difficile. Il y a rien de difficile à comprendre. C'est juste des trucs qu'on sait pas forcément quand on arrive et qu'on met le nez Mm. dedans. Donc là-dessus, le mieux, c'est effectivement de regarder un tuto. Et ensuite, il y a donc une fois qu'on a déterminé son budget, il y a plusieurs choses à faire. Premièrement, le plus important, ça normalement, vous l'avez déjà fait quand on fait du contenu, etc., quand on fait de la prospection surtout, Mhm. c'est déterminer à qui on parle. Ouais. Euh,
Donc ça, logiquement, pour une boîte qui est déjà installée, qui a déjà des clients, etc., bah, ils savent qui sont leurs clients. Mhm. Il faut faire des buyer persona et du coup déterminer quelles sont les problématiques de ces personas. Et ensuite, de là, on va découler en fait ce qu'on appelle les angles marketing, les Mhm. grands messages qu'on va faire apparaître dans les publicités. Logiquement, il en faut plusieurs, même si, même quand on a un produit ou un service qui résout un seul problème, il y a plusieurs façons de l'attaquer. Mhm. Donc voilà, il faut deux, trois angles, on va dire, pour commencer. Et il faut ensuite créer des publicités, des créas Mhm. sur ces angles-là, qui mettent en avant ces angles-là, la résolution du problème, ou alors le résultat espéré. Euh, donc ça, c'est très très important, puisque la créa, c'est vraiment ce qui va faire qu'une campagne fonctionne ou non. Les réglages dans le business manager, etc., effectivement, ça a de l'importance, mais euh, des bons réglages, ça va pas faire fonctionner une campagne. Bien sûr. Alors que des bonnes créas, oui. Donc il faut vraiment pour ça faire une grosse analyse de son persona, de l'audience qu'on va essayer de cibler, leurs problématiques, leurs aspirations, les freins qui pourraient les empêcher d'acheter, etc. Mhm. Et traiter en fait tout ce qu'on apprend de cette analyse dans les publicités. Ok. Ça, c'est hyper important. Après, pour la production des publicités, il y a plusieurs possibilités. Euh, dans un premier temps, quand on démarre, c'est mieux de tout faire soi-même, de tout faire en interne pour réduire les coûts. Maintenant, pour une boîte qui est déjà installée et qui a un budget à investir, ça peut être pas mal de déléguer la production pour gagner un petit peu de temps. Ok. C'est quelqu'un qui a une agence ads qui vous dit ça. Donc au début, et je pense que c'est un conseil que n'importe qui doit prendre. Tu peux pas déléguer à quelqu'un quelque chose que tu n'as pas fait en fait en avance. En fait. C'est ce que Exactement. ça va créer des problèmes plus qu'autre chose. C'est pas intéressant ni pour la personne qui travaille, la personne à qui tu délègues, et toi en tant que personne. Donc vraiment, faites-le de votre côté en premier toujours. Et du coup, j'avais une question pour revenir sur ce que tu veux dire. Si tu devais mettre un pourcentage d'importance sur chacune des étapes que tu as présentées, donc paramétrage, ça on l'a vu, vous allez voir sa vidéo, pas de prise de tête là-dessus. Après, tu m'as dit les angles, le personnage, le buyer persona. Ensuite, la création des angles d'attaque. Moi, Mhm. j'aime bien ça appeler le CTVP. Tu sais, c'est Channel Target Value Proposition. Et tu sais, tu peux mettre ça dans un Excel, c'est hyper simple, tu vois. Ouais. D'ailleurs, allez voir des tapez CTVP sur YouTube, vous allez trouver des vidéos, notamment le gars qui a le collectif Bulldozer, je sais pas si tu connais. Ouais, Jordan, Jordan Chevenier, Truchet, je crois. Exactement. J'avais vu Exactement. sa vidéo sur le sujet d'ailleurs, qui est très bien Très bien, expliqué. allez la voir, je la trouve très sympathique. Et encore une fois, on parle toujours dans le cas où vous avez déjà pas mal de clients, bien sûr. On ne parle pas de cas où. Parce qu'en fait, quand tu es au début, tu testes, tu peux prendre ton téléphone, c'est la même chose. Donc, tu testes tout ce que tu peux tester, prends ton petit truc. Donc il y a le CTVP. Et enfin, le dernier point, c'est la créa. Si tu devais mettre un pourcentage d'importance à cette étape-là, ce serait quoi l'endroit où, par exemple, ben, si tu as investi 100% de temps dessus, c'est du tout perdu parce que tu vas gagner du temps. Si tu investis, t'as compris pas l'idée? Mhm. Ouais. Bah, alors, mettre des pourcentages exacts, Non, mais c'est un petit peu compliqué, mais je dirais que déjà, euh, toute la partie, euh, toute la partie où on sort du business manager, enfin, où on sort de la partie vraiment publicité, Mhm. euh, donc, euh, donc l'offre, est-ce que l'offre est pertinente, le positionnement, etc. Tout ça, ça représente la majorité de la performance déjà. Si c'est pas carré, ça sert à rien de commencer à faire des pubs. Ça peut créer un peu de Il faut confusion. déjà se poser là-dessus. Désolé, je te coupe, je suis vraiment désolé, je t'ai coupé là-dessus. Vraiment désolé. Mais je suis très content que tu parles de ce sujet-là, parce que c'est, je pense, un gros problème que pas mal de personnes rencontrent. Je vais juste dire cette phrase, et après, promis, je te laisse continuer. Pas de 80% de ton souci. succès ne vient pas de ce que tu dis, mais de qui tu contactes dans un premier temps. Voilà, c'est vrai en prospection, c'est vrai dans ton réseau perso, c'est vrai en content creation, c'est vrai en ads, c'est vrai partout. Il faut que tu te concentres sur. Si tu ne connais pas ton client intimement, c'est foutu pour toi. C'est vraiment foutu. Ouais, non mais clairement ça c'est une base dans un peu tous les domaines de la vente et du marketing, euh, clairement. Du coup, ouais, je dirais que la majorité de la performance, ça se situe sur cette partie positionnement, offre, connaissance de son audience, c'est le plus important. Ensuite,
sur tout ce qui se passe dans l'outil de gestion et dans la publicité réellement. Je pense que c'est 80% des performances qui viennent de la créa et 20% qui viennent des audiences qu'on va cibler dans le business manager, des réglages qu'on fait, quel type de campagne on sélectionne, etc. Souvent les gens se prennent énormément la tête avec cette partie-là, la partie technique, alors que honnêtement, il suffit d'avoir les bases, d'avoir les 10% les plus importants des connaissances qui mettent, je pense, peut-être 1 heure à être appris. Si on a cette base-là, on va créer une campagne qui est très simple, avec 1 ou 2 audiences qu'on va cibler. On va mettre quelques créas dans chaque audience, et il n'y a pas besoin de s'emmerder plus que ça au départ. Le focus, c'est mieux de le mettre sur la créa et sur l'offre et le positionnement, faire des tests là-dessus. Ok, donc tu dirais que voilà, il y a un bon 80%, c'est le travail en amont qui a été fait de trouver tes premiers clients, de connaître ton persona, etc. Même sur 10 à 10 70, tu dirais quoi, 50% après? Ouais, sur la partie vraiment positionnement, persona, etc. Je sais pas, ouais, 70%. 70%, ça vient de là. Ok. Après, tu as 20% de créa et 10% de technique, savoir utiliser le ad manager. On est d'accord là-dessus. Ouais, c'est ça, plus ou moins. S'il faut résumer, ce serait ça. Parfait, parfait, parfait. Mais du coup, on va pas se concentrer sur ce qui est important parce que j'imagine que tu fais des tutos là-dessus, non? Sur comment paramétrer ton ad manager, etc., non? Ouais, paramétrer un ads manager, ça paraît impressionnant comme ça parce que l'outil est très complexe, Mhm. mais il y a vraiment rien de fou là-dedans. C'est vraiment des tutos très techniques, savoir comment paramétrer telle ou telle chose dans le business manager. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Mhm. Il faut se poser 1 heure ou 2 là-dessus pour en apprendre un petit peu sur le sujet. Mhm. Mais vraiment, pour quelqu'un qui est pas expert là-dedans, 1 heure ou 2, ça suffit pour avoir euh, le socle qui te permet de lancer une campagne et de, après, ne plus jamais t'occuper de ça et juste déléguer quand cette partie-là devient un problème. Ok, parfait. Bah écoute, moi, je renvoie au ce qu'a fait Emeric dans ses vidéos. Vous allez voir. Et après, Google est ton ami, j'ai envie de dire, pour contrôler si tu trouves pas des réponses. Écoute, Exactement. on va se concentrer sur le vin. On va pas faire un cours de marketing, comment trouver ta cible. Donc ça va pas être intéressant ici, je pense. On va se concentrer sur la partie plus créative, ça te dérange pas. Est-ce que tu as Ouais. des exemples peut-être de créatives à nous montrer qui ont bien performé pour qu'on ait un peu une idée de ce qu'il faut faire et tu nous expliques pourquoi ça a bien fonctionné, quelle cible, etc. Enfin bref, je te laisse gérer là-dessus. Yes. Alors là, j'en ai une qu'on avait faite euh, justement pour un SaaS B2B que Ok. je vais partager. C'est pile ma cible. On dirait que c'était préparé, j'ai l'impression. On dirait. Hop, Ok. donc c'est celle-ci. C'est pour une marque qui s'appelle QuickTalk. Ok. C'est un SaaS qui permet pour les TPE et PME de gérer les appels, même plutôt pour les TPE, de gérer ces appels facilement. Ah, mais oui, Euh, QuickTalk, c'est le standardiste pour par exemple les restos et tout ça là. oui, ça peut être pour des restos, Ça effectivement. appartient à Ringover, non? Ça appartient à Ringover. Ça appartient à Ringover, c'est Ah, ça. c'est bon. Ok, ok, cool. Donc je vais mettre play, j'espère qu'il y aura le son. J'avoue que je Normalement, suis ouais. pas sûr. Je te montre comment configurer ta téléphonie pro en moins de 3 minutes. D'abord, je vais créer un compte sur quicktalk.com. Ensuite, choisis mon numéro professionnel, configure les horaires, le message d'accueil, le répondeur, et c'est tout. Je peux gérer mes appels depuis n'importe où, depuis mon ordi ou mon téléphone. Je gagne un temps fou au quotidien pour gérer les appels. En plus, c'est hyper abordable. Clique sur le lien pour essayer. Ok, super propre. Enfin là, je Voilà, comprends. donc là-dessus, il y a pas mal de choses à dire. Il y a pas mal de choses à dire sur cette créa. La première chose, c'est la cible. On avait fait une analyse, une étude sur la cible, et là, clairement, on cible les freelances, voire les TPE, donc entre 1 et 3 personnes, on va dire maximum. Mhm. Euh, et leur problématique principale, il y en a plusieurs, mais ça va être le temps. J'ai pas envie de me faire chier à programmer un truc, à passer du temps au téléphone avec un SAV, etc. pour avoir un numéro pro. Moi, je veux appuyer sur un bouton et j'ai mon numéro pro. Donc là, pour cette partie temps et simplicité,
On a fait une vidéo tuto. Toute la première partie de la vidéo, c'est un tuto. Et le hook, c'est configurer sa téléphonie pro. Donc le hook, c'est les premières secondes, si jamais. Le hook, donc, c'était configurer sa téléphonie pro en moins de 3 minutes. Donc gain de temps. Et ensuite tuto, donc on montre que c'est très simple. Et ensuite, évidemment, il y a le prix. Donc tout à la fin, on en parle, on dit c'est très abordable. Et on montre aussi des situations. Donc la personne en train de téléphoner, qui est en train de travailler, qui décroche son téléphone dans la rue, pour montrer qu'on peut avoir le téléphone sur l'ordi et aussi sur son téléphone perso, mais avec un numéro différent. Donc on réinsiste en fait sur la simplicité. Vraiment, c'est ce qui ressort le plus de cette publicité, c'est que les gens ne veulent pas se prendre la tête. Ils ont déjà assez de travail comme ça à gérer leurs clients. C'est pas pour en plus se rajouter du travail pour gérer un outil de téléphonie pro. Ils veulent quelque chose qui s'intègre complètement. Et du coup, c'est le cas du logiciel QuickTalk. Et c'est ça qu'on a essayé de faire passer. Ok, Euh, ok. Sinon, dans la forme de la vidéo aussi, il y a d'autres choses à dire là-dessus. C'est une vidéo qui est très simple dans la forme, dans le tournage et dans le montage. C'est volontaire. C'est ce qu'on appelle des vidéos UGC, donc User Generated Content. Donc là, pour le coup, c'est une créatrice de contenu professionnelle qui fait ça. Et l'objectif, c'est de faire comme si c'était un témoignage authentique d'une personne qui est en freelance, qui avait du mal à gérer ses appels perso, enfin ses appels pro et perso sur le même téléphone, etc. Ok, Et qui a découvert la solution, donc qui fait un retour d'expérience. super. Là, je vois, je vois. Ce type de vidéo, ça marche assez bien parce que ça paraît beaucoup plus naturel que si on prend une posture. Là, c'est une posture de une utilisatrice qui raconte son expérience. La posture de on est une marque et on essaie de te vendre un produit, ça marche aussi, mais c'est beaucoup moins naturel. Ça passe c'est beaucoup moins fluide sur les réseaux sociaux. Mhm. Donc c'est pour ça on a choisi plutôt ce format-là. Ok, donc tu dirais qu'en priorité sur les créatives, surtout quand il s'agit de vidéos, déjà c'est le message, donc ça correspond à ton copywriting, le fait de parler à ton audience, etc. Donc c'est fait en amont, c'est ça le gros du gros. Après ensuite tu dirais montrer, c'est ça, c'est l'image, ce que les gens voient, et après ensuite le son. Je dirais que c'est ça les trois grosses priorités quand il s'agit d'un créatif vidéo. Alors nous, on met le son plutôt avant l'image, Ok, d'accord, ok, super plus important. important que l'image pour nous. Ce qu'on fait quand on écrit ce genre de vidéo, d'ailleurs, c'est qu'on va d'abord écrire tout le texte, tout ce que la personne va dire. Mhm. Euh, Comme ça, on a nos arguments, on a le déroulé de la vidéo, et ensuite, en fonction du texte, on va illustrer avec des images qui vont correspondre à ce qui est dit par la personne ou qui correspondent à ce qu'on veut montrer dans la vidéo. Ok, ok, cool. Voilà, on voit bien que tout découle de la première tâche. Alors, je vais peut-être pas rentrer, c'était peut-être mon sujet, mais ça m'intéresse bien plus, je pense, que là-dessus, parce que finalement, si tu connais bien ta cible, le copywriting vient de lui-même, en fait, en quelque sorte. C'est comme si tu avais quelqu'un en face de toi qui te parlait. Du coup, comment tu fais un peu ton étude de marché? Comment tu fais pour essayer de trouver une cible? Comment tu fais pour comprendre vraiment intimement aujourd'hui ta cible quand tu essaies de la contacter, de la toucher avec une ad? Comment tu fais? Parce que je pense que c'est ça, en fait, le vrai sujet de la vidéo, finalement, en fait. Ouais, bien sûr. Bien sûr, le sujet, c'est exactement ça, c'est de faire preuve d'empathie. Quand on dit empathie, c'est vraiment se mettre dans les chaussures de sa cible et de réfléchir comme un client potentiel, comme l'audience qu'on va essayer de convertir. Pour ça, il y a plusieurs possibilités. Donc, euh, nous, on travaille avec des clients, on est une agence. Donc, en général, déjà, les clients, enfin, nos clients à nous, ils ont pas mal d'informations sur leur cible, du fait de leur expérience, puisque en général, c'est des entreprises qui existent depuis plusieurs années. Donc, ils savent un petit peu déjà qui ils vont cibler. Euh, le mieux pour ça, c'est de regarder dans sa base client, tout simplement, de poser des questions à ses clients pour déjà savoir avoir des retours concrets qui soient pas des je pense que parce que ça, on pense tous connaître nos clients, connaître notre cible. Dans 99% des cas, c'est faux. Ok. Euh, à chaque fois, les clients vont répondre des trucs qui sont différents. Euh, Hmm. si je te prends je te reprends l'exemple de QuickTalk par exemple. Si t'écoutes le fondateur,
lui, il va être très orienté produit parce qu'il a bossé comme un malade pour sortir le produit avec ses équipes. Hmm. Et du coup, lui, ce qu'il va vouloir mettre en avant, c'est des fonctionnalités. Il va se dire, ah, cette fonctionnalité-là de gestion du temps, de mettre un emploi du temps quand on peut recevoir les appels ou non, elle est hyper importante, donc on va la mettre en avant. Sauf que quand tu vas demander aux utilisateurs, c'est pas ça qu'ils veulent. Les utilisateurs, eux, ce qu'ils veulent, c'est pas une fonctionnalité. Eux, ce qu'ils veulent, c'est ne pas être dérangés la nuit, le week-end, quand ils passent du temps avec leur famille, etc. Et c'est ça vraiment ce que veut l'utilisateur. Donc, on part de ce que veut l'utilisateur et ensuite on dit tu veux être tranquille le soir, déconnecté, etc. T'es en freelance donc c'est compliqué parce que ton téléphone pro c'est ton téléphone perso. Mhm. Bah, utilise QuickTalk. Depuis que je l'utilise, toutes mes soirées sont libres. Je passe des bien meilleures soirées avec ma femme ou avec mon mari, avec mes enfants, etc. C'est grâce à cette fonctionnalité. Après 18 heures, mes clients tombent directement sur la messagerie et je les rappelle le lendemain matin. Ok, super Donc, propre. Et ça, tu l'as voilà, fait en posant des questions aux clients? comment, pardon? De toi-même, avec ton agence, tu allé poser des questions aux clients qu'ils avaient déjà actuellement? Pas directement, mais en général, Ok. ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les avis clients. Euh, En général, les marques ont pas mal d'avis clients parce qu'elles savent que c'est Hmm. important d'en récolter. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre tous ces avis clients et on triche un petit peu, on les analyse avec ChatGPT et il nous fait ressortir des grandes tendances de ces avis clients et on retrouve toujours des choses que la marque n'a pas forcément identifiées de manière précise. Hmm. Et ça, je pense que c'est sans doute le meilleur truc que tu peux faire d'ailleurs pour faire ton étude de marché. C'est qu'en fait, je donne une petite astuce comme ça aux gens pour que ce soit très actionnable. Parce que des fois, des gens, moi c'est pas, tu vois, par exemple, je travaille avec des business de service, ils n'ont pas forcément des avis, tu vois, ils sont pas à la taille, genre Mhm. QuickTalk, pardon, c'est quand même beaucoup de clients, mine de rien. Donc, tu as beaucoup d'avis je crois qu'ils ont même un Trustpilot, pour être honnête avec toi. Tu vois, il n'y a pas forcément le cas. Donc, comment faire quand t'as pas forcément ce truc. Bon, déjà, il faut se nicher, une problématique à régler dans une Mhm. niche particulière. Et après, je peux t'avouer un truc, c'est qu'il y a un site qui s'appelle Quora. Alors, je suis sûr que Ouais, tu connais. Il s'appelle Quora. Et il y a des gens aux États-Unis qui sont très contributeurs. Je crois que c'est un des films, un des sites avec la plus grosse contribution qui existe après Facebook, Instagram, etc. Et en gros, les gens, ils disent carrément et clairement, en fait, leurs besoins. Ouais, est-ce qu'une agence RPO, c'est quoi les avantages d'une agence RPO, par exemple, je fais du RPO, on va dire, ou c'est quoi les avantages d'avoir un outil de téléphonie à part? Et il y a des gens, vraiment, ils font des pavés entiers où ils parlent de pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien. Et avec ChatGPT, tu exactement. peux récupérer ça, l'entièreté du truc, et il peut te faire un avis client. Donc, vraiment, pour le coup, bah, c'est un peu je pense, le tout, cette vidéo, en fait, pourquoi elle a bien marché. Parce qu'en fait, elle parle à une audience, et dans une niche particulière qui a un besoin bien particulier. Et bah, bizarrement, franchement, on va être honnête, même moi, je comprends pourquoi elle a fonctionné. Je pense que même tout le monde qui va regarder cette pub, je pense que tout le monde comprend pourquoi elle a fonctionné. Donc, on Ouais, résume. Dis-moi, je t'ai coupé. Vas-y. non, j'allais juste répéter, on rabâche, mais c'est le plus important, c'est de connaître le client. Une fois qu'on connaît le client, et pas qu'on pense le connaître, il faut que ce soit avec des datas précises qui viennent Mhm. du client et qui viennent pas de l'analyse au jugé du type. J'entends souvent, moi ça fait 20 ans que je fais ce métier, mes clients je les connais. Mhm. D'accord, mais montre-moi par A plus B, montre-moi des stats, montre-moi des témoignages clients, dis-moi combien tu as de témoignages clients qui te disent exactement ça, et tu vas voir que tes clients, tu les connais, mais tu les connais peut-être pas si bien que ça. Mhm. Donc il faut que ce soit hyper factuel et que ce soit pas du ressenti, c'est surtout ça qui est important. Ok, c'est bon, c'est carré pour moi. Du coup, je pense qu'on a un petit peu, on arrive au bout finalement. Encore une fois, si vous voulez paramétrer votre Ads Manager, vous allez voir la vidéo de Emric qui est carré de fou furieux. Même moi qui est une dans Diev, je sais pas du tout, donc elle est vraiment bien. Concentrez-vous sur votre cible. 80% de votre succès, je le répète encore une fois, vient de qui vous contactez dans un premier temps et non pas de ce que vous dites. Le copywriting, c'est juste l'évaluation sur papier de la bonne compréhension de ton prospect. Donc ça veut Exactement. dire qu'en prospection, le copywriting, on parle de contenu, là quand je dis copywriting, c'est toute la partie contenu et même la partie ads, création, parce que finalement c'est du contenu que tu payes pour la donner sur une agence, devant une audience finalement. Et sur la partie prospection à froid et aussi contacter ton réseau, qui sont les 4 trucs que tu peux faire pour gagner des clients, en fait c'est finalement
80% de ton succès du coup dans ta campagne de prospection ou dans ta campagne de ton réseau, c'est la liste de prospection. Donc qui est-ce que tu contactes du coup. Donc Ouais, je pense qu'on résume bien 100%. comme ça. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou quoi que ce soit. Ouais, mais en fait, j'aime beaucoup le parallèle avec la prospection parce que concrètement, de la prospection et de la publicité, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. C'est pour ça On que vient déranger les gens à un endroit où ils ne nous attendent pas, on leur envoie un message, donc soit via une vidéo sur les réseaux sociaux quand ils sont en train de scroller des vidéos de chats, soit dans leur boîte mail quand ils sont en train de traiter des mails qui les intéressent pas, exactement. et on Ouais. les dérange. Et ça, en fait, il faut être à l'aise avec ça. Euh, Si on a peur de déranger les gens, il faut pas faire de business. Il faut arrêter tout de suite parce que de toute façon, on va déranger les gens à un moment ou à un autre si on veut vendre en tout cas. Ouais. Et après les mécaniques, il y a certaines mécaniques qui sont un petit peu différentes, mais ça reste la même chose. Qui tu cibles, ta liste de prospection ou ton audience quand on parle d'ads, mais quand on parle d'ads, l'audience, c'est un truc que j'ai oublié de dire tout à l'heure. L'audience qu'on va cibler dans le business manager, elle n'est pas très importante au final parce que c'est la publicité qui va déterminer qui Meta va aller toucher, à qui Meta va aller montrer la publicité. Là, dans la publicité qu'on a montré tout à l'heure, on parle d'entrepreneur. Bah, si on dit hey, toi l'entrepreneur au tout début de la vidéo, Meta, lui, il analyse la vidéo et il sait qu'on parle aux entrepreneurs, donc il va aller cibler des personnes qui sont intéressées par les contenus qui parlent d'entrepreneuriat. Donc, c'est toujours la même chose. C'est la personne à qui on veut envoyer le message qu'on envoie, est-ce qu'il est pertinent, et ensuite, après, il faut convertir avec une bonne offre. Mais ça, c'est l'étape d'après, après la publicité ou la prospection. L'un comme l'autre, si l'offre est pas pertinente, ça marchera de toute façon pas. Bien sûr, je suis d'accord avec toi 1000 fois là-dessus. Je peux pas dire, enfin, je suis aligné à 100% sur ce que tu viens de dire. Et en plus, d'ailleurs, petit conseil, petit tips qu'on donne, la meilleure personne, le meilleur marketeur de votre boîte, c'est sans doute celui qui prend le téléphone et qui appelle tous les jours votre client. Je dis ça, je dis rien. Donc ça veut dire le BDR, SDR, le vendeur, la compte exécutif. C'est peut-être plus la meilleure personne qu'il faut aller écouter, peut-être sans doute pour aller faire en fait une bonne pub. Parce qu'en fait, celui qui est Ouais, confronté directement au marché, c'est lui qui est le plus proche du marché, sans doute, dans votre boîte. Et c'est pas vous. En général, c'est pas le CEO. Le CEO, il gère plutôt sa boîte. Il est en c'est sûr. permanence sur plusieurs choses. Donc, C'est sûr, c'est clairement. Et le sales qui va décrocher son téléphone tous les jours, il a les retours des prospects et des prospects qui deviennent des clients. Et ça peut permettre d'ajuster. Ça peut permettre d'ajuster, bah, évidemment, la prospection, mais aussi les publicités. Parce que le sales, s'il n'arrive pas à vendre, il va être confronté toujours quasiment aux mêmes objections. Donc après, ça dépend effectivement de l'offre, de la façon de présenter, mais ça peut être le prix, ça peut être j'en ai pas besoin aujourd'hui, peut-être dans 6 mois, etc. Et une fois que vous avez les principales objections, bah, que ce soit en publicité ou en prospection téléphonique ou en prospection par mail, on peut traiter ces objections avant même qu'elles arrivent. C'est trop cher, par exemple, bah, on va soit diviser le prix par semaine ou par jour. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien, mais plutôt en B2C, soit mettre le prix en face du bénéfice que ça apporte. Par exemple, si moi je vends des prestats à 1000 euros, ok, 1000 euros ça peut paraître cher, mais en moyenne, mes clients derrière, ça leur apporte 4000 euros. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut dire avant que la personne dise c'est trop cher. Donc ça, c'est des exemples de retour terrain qu'on peut avoir via les sales, mais encore une fois, ces retours, il faut soit que les sales les notent, soit qu'ils sont enregistrés, bah, je sais pas dans quel logiciel de prospection on peut utiliser, mais il faut que ces retours ils soient quantifiés et que ce soit pas juste le sales qui dise on me dit souvent que, etc. Parce que dans ce cas-là, c'est à l'appréciation de chacun, et à partir du moment où on a une appréciation où c'est vraiment subjectif, c'est à partir de là où on peut se tromper. bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bah écoute, moi, si tu raisonnes bien, prenez des outils qui traquent la data avant tout. C'est vraiment, sinon sans ça, bah, comme tu l'as dit, c'est à l'appréciation de chacun. Et tu peux être même dupé par tes émotions, faut pas l'oublier là-dessus. Donc il faut avoir quelque chose d'assez froid, mine de rien, sur cette partie-là pour avoir un maximum de retour marché le plus proche du marché. Ton BDR à ce moment-là est sans doute la personne la plus proche de ton marché actuellement. Euh, donc la cible, c'est le plus important.
Deuxièmement, ça va être le créatif. Et enfin, le ad manager, qui n'est pas forcément important, parce que de ce que j'avais même compris, apparemment, tu pourrais mettre des choses assez larges, on va dire, en termes de critères. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je sais qu'apparemment, en termes de critères, on peut mettre des choses très, 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 très larges, genre de 18 à 65 ans. Et apparemment, le ad manager, enfin, l'algorithme de Facebook ferait bien le taf pour la renvoyer vers la bonne cible. Parce qu'il ne faut pas que Ouais, vous donniez un point, donner de l'argent à Facebook, mais son logique, c'est que vous lui en donnez toute l'année. Donc, il va faire le taf pour vous mettre devant la bonne audience, en fait, finalement. Donc, ouais, c'est exactement ça. Et en fait, ça fonctionne encore mieux quand l'algorithme il a des données sur les conversions, puisqu'il va voir qui est le plus susceptible de convertir. À partir du moment où il va avoir enregistré, je sais pas, 100 leads, il va se dire, ok, c'est 100 leads, qu'est-ce qu'ils ont comme point commun? Ah bah ok, c'est 100 leads, c'est tous des entrepreneurs ou ils sont tous intéressés par l'entrepreneuriat, donc je vais aller cibler majoritairement des personnes qui correspondent à ça. C'est majoritairement soit des hommes, soit des femmes, ils ont majoritairement telle tranche d'âge, etc., etc. Et il va affiner, en fait, sans qu'on ait besoin de mettre le ciblage. Par exemple, si je veux cibler les 18-34, les femmes 18-34, il n'y a pas nécessairement besoin, parce que Meta va le faire tout seul à partir du moment où il voit que c'est pertinent. ok, ok, ok. Bah, écoutez, faites attention à Marc. Marc connaît mieux, Le grand Zuc. le grand Zuc. Celui qui est au-dessus de nous tous, j'ai l'impression. Et du coup, faites-lui confiance, hein, il sait mieux que vous, dans tous les cas. Donc, même dans la vie, je pense, en général, il sait mieux, un petit peu mieux que vous, je pense, dans la vie de tous les jours. Et bref, écoute, Émeric, sur ces belles paroles, franchement, je pense qu'on va le faire. Je vais juste te poser les deux dernières questions que je pose à tous les invités. Je sais pas si tu as écouté les podcasts qui sont déjà sortis, mais j'espère que tu n'as pas écouté parce que tu vas avoir ton retour le plus brut possible. Je te les ai pas envoyées, ces questions. Donc, c'est pour ça que c'est Ok, intéressant. ça marche. Moi, je te raconte toujours cette histoire. Quand j'étais aux États-Unis, je me formais un peu à la vente, etc. J'ai eu beaucoup de chance. Je suis parti en échange étudiant, j'avais à peu près 18 ans. J'ai eu beaucoup de chance. Et je suis tombé dans une famille de gens très aisés, très, 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 très aisés. Donc, imagine beaucoup d'argent, bah, imagine encore plus. Donc, il y avait vraiment beaucoup d'argent dans cette famille. Ok. Et il y avait un mec qui s'appelait Kenny, qui était le père de famille, avec qui je parlais souvent, et il a beaucoup ouvert de portes, etc. Et à chaque fois, je dis, mais comment il fait ça, comment il fait... Et j'essayais toujours comprendre comment il a réussi à avoir ça, ça et ça. Et à un moment, il m'a coupé, il m'a dit, Tassim, je posais beaucoup de questions, j'étais un peu chiant, je vais être honnête avec toi. Il me dit, Tassim, tu poses pas la bonne question. Je dis, ah bon, et tout machin. Il me dit, mais en fait, tu te poses jamais la question de qui est-ce que j'ai écouté. Et ça m'a fait bouf dans ma tête, ça fait bouf. Je dis, mais oui, il a raison. Il a dit, moi, j'ai écouté des gens, c'est une transmission, tout ça. Tu vois, ce podcast, ça va être, il va peut-être aider quelqu'un d'autre qui va aider quelqu'un. Tu comprends pas l'idée. Donc, du coup, Ouais. j'aimerais te poser la question, c'est que Emmerich, ça marche plutôt bien. Tu as dépensé pas mal d'argent en ads, ça c'est preuve aussi que tu fais vraiment bien ton taf, etc. Il est pas mal. Quick Talk, pour ceux qui connaissent pas, c'est un très beau nom, c'est un très très beau logo, sachez-le. C'est une filiale de Ringover, donc c'est pas un petit client pour être honnête avec vous. Donc le gars réussit bien. Il veut pas le dire, mais il réussit bien. Ouais. Ma question c'est, mais qui est-ce que tu as écouté? Et du coup, dans cette question-là, ça englobe beaucoup de choses. Ça peut être des mentors à toi, ça peut être des livres, ça peut être des personnages historiques, ça peut être une philosophie ou une religion, ça peut être des membres de ta famille, tout et n'importe quoi. Ça peut être vraiment des personnes, des personnages physiques qui sont morts et qui t'inspirent, des livres que tu as lus qui ont fait que t'es plus jamais revenu en arrière, et ou tout simplement, bah, je sais pas, une philosophie de vie qui t'a retourné, ou ta religion, si t'as une religion, ça peut être n'importe quoi. Ouais, bah alors moi j'ai pas forcément eu réellement de mentor sur la partie professionnelle. Euh, Maintenant je me suis moi il y a un livre moi qui m'a choqué, qui m'a retourné le cerveau. Je lis très très peu Mhm. et encore moins des livres business et développement personnel, mais c'est Atomic Habits qui est très connu, c'est pas hyper original. J'ai oublié le nom de l'auteur d'ailleurs. Ok, Euh, d'accord. Atomique. Bah, pour ceux mais qui connaissent, Atomic Habits, c'est la base quand même dans notre petit monde de l'entrepreneuriat en ligne, tu vois. ouais, mais ça c'est vraiment c'est vraiment un changement radical dans la façon de concevoir comment est-ce qu'on se forme des bonnes habitudes et comment est-ce qu'on essaye d'enlever les mauvaises habitudes. Après évidemment faut pas être perfectionniste là-dessus non plus. Tout le monde a encore des mauvaises habitudes et tout le monde aimerait faire plus de sport ou mieux manger, etc. Mais l'objectif, c'est le plus 1% chaque jour. Et je trouve que les méthodes qui sont données dans ce livre sont vraiment excellentes pour se forger des meilleures habitudes. Et après, sinon,
pour être plus précis, moins orienté mindset, mais plus orienté compétences, moi je suis beaucoup de créateurs de contenu, et ça depuis toujours, depuis que j'ai démarré, je suis énormément de créateurs de contenu sur les ads, principalement aux États-Unis, enfin en tout cas contenu anglophone. Euh, Si vous voulez apprendre, vous embêtez pas. Alors, à part pour mon contenu et pour celui de Taslim, bien sûr, mais si vous voulez vraiment apprendre, allez voir les contenus américains. Non, Allez voir les contenus américains sur les ads, c'est game changer par rapport à ce qu'on peut voir en France comme contenu. est-ce que tu sais pourquoi c'est le cas? C'est le cas pour plusieurs raisons. Alors, ils sont bien meilleurs dans tout ce qui concerne le marketing. Déjà, il y a quelque chose de culturel où vendre en France, c'est quelque chose qui est presque sale, qui est presque honteux, alors qu'aux États-Unis, c'est valorisé. Euh, Après, moi, je suis pas particulièrement fan de la mentalité américaine au global, hein, mais ça, c'est un fait. Et aussi, ils ont une population de, je crois, peut-être plus de 300 millions, 320 millions d'habitants, quelque chose comme ça. Ok. Donc forcément, ils ont un marché beaucoup plus large. Donc une marque qui fait 1 million en France, aux États-Unis, si elle fait exactement la même chose, qu'elle suit exactement le même playbook, automatiquement, elle va faire 5 ou 10 fois Ouais, plus. ouais. Ça, on oublie beaucoup, c'est que la concurrence est monstrueuse aux États-Unis. 1 million de dollars, c'est beaucoup. C'est vraiment Ouais, beaucoup pour un Américain. Ça veut dire que exactement. Alors qu'en t'as 100 France, 000 euros ça sur ton concède compte, pas mal. tu as 100 000 euros sur ton compte, tu peux lever. Enfin, moi, quand j'y étais, j'étais à Bank of America, je travaillais dans le crédit. Je faisais du crédit pour les distilleries, donc je sais très bien de quoi je parle. Quelqu'un qui avait 100 000 euros, 50 000 euros sur son compte pouvait très facilement lever 1 million de dollars. Facile. Très, Ouais, très facilement. C'était un rendez-vous comme si tu faisais un crédit à la consommation. C'était ce niveau-là, quoi. Un million ouais. de Et dollars, du c'est coup, pas grand chose. bah, c'est principalement pour ces deux raisons pour moi que les Américains ils sont beaucoup plus forts en marketing et du coup en ads. C'est premièrement la culture qui est très différente, qui est beaucoup plus tournée business, etc. Et deuxièmement le fait que le marché soit beaucoup plus gros, ce qui fait que les gens sont plus consommateurs. Donc une personne aux États-Unis achète plus en général qu'une personne en France, et ils sont beaucoup plus. Donc le marché, et on se rend pas compte, mais le marché aux États-Unis, que ce soit pour du e-commerce, pour du SaaS, etc., le marché est gigantesque par rapport Mm, à la France. Donc mm. forcément, quand on dépense 1000, 10 000, 100 000 euros, et je parle pas par mois, je parle par jour, aux États-Unis, ben forcément, on apprend beaucoup plus vite parce qu'on peut tester aussi beaucoup plus vite, et on devient in fine bien meilleur. Donc Ouais. je pense que c'est les raisons principales. Ils sont pas plus intelligents que nous ou Non, meilleurs effectivement. intrinsèquement. Sur ce point-là, C'est même, le niveau éducatif des États-Unis est catastrophique par rapport à la France, pour être Ouais, honnête avec toi. c'est culturel, et c'est une question de culture et de marché, vraiment. Je pense que c'est ça. Ouais. Bien résumé le truc. Est-ce que tu as d'autres choses à faire? Est-ce que tu as des noms à donner sur la partie ads qui sont chauds? Ouais, 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 j'en ai quelques-uns. Il y a Alex Cooper que je suis énormément ces dernières années, Mhm. qui est très fort, qui s'est imposé rapidement en sortant un peu de nulle part. Ok. Euh, Après, il y a Dara Dene et Savannah Sanchez qui sont certainement les deux créatrices de contenu ads les plus connues, je pense, aux États-Unis, qui sont toutes les deux très fortes dans leur domaine différent. Et après, il y en a pas mal d'autres. Je peux citer Barry Hott, par exemple, qui est très fort aussi dans son domaine, qui a un côté peut-être un peu plus technique, mais qui touche aussi à la créa, donc assez complet. Voilà, déjà en suivant ces quatre créateurs-là. En plus, j'ai respecté la parité, c'était même pas volontaire, Ouais, mais franchement, bravo. Franchement, là-dessus, déjà ces quatre-là, c'est solide. Et après, de toute façon, c'est toujours la même chose. C'est comme disent les Américains, c'est fall down the rabbit hole. Une fois que tu t'en suis un, tu vois toutes les personnes avec qui il interagit, tu te rends compte que leur contenu il est hyper intéressant aussi, bravo. et tu sors jamais la tête de là si t'es Bien sûr. intéressé. Il y Bien a, il y sûr, a bien sûr. masse de contenu. Ça, c'est dans tous les sujets qui sont intéressés, mais bon, les gens qui vont nous regarder, je sais qu'ils font pas trop attention à tout ça. Donc, vous envoyez un message à Emeric, il fera ça pour vous quand vous aurez compris à comment ça fonctionne. Voilà. Il n'y a pas de besoin de Exactement. rentrer dans les ads. Emeric le fait pour vous. En fait, c'est ça que vous quand vous allez voir Emeric, quand vous allez voir en fait des agences, c'est qu'il y a un mec comme Emeric qui allait lire et lire et lire et lire et lire, aller chercher machin, et à la fin, bah, il a une expertise. Et c'est comme ça qu'au final, bah, c'est ça en fait que vous payez finalement. Bref, dernière question.
J'espère que tu as passé un bon moment. Déjà, est-ce que tu as passé un bon moment? Ouais, c'était très cool. C'était très cool. Ça fait déjà 48 minutes. C'est passé vite. Ouais, de fond, plus les 20 minutes de problèmes techniques que Ouais, on en sait pas plus. encore. Et après, la question que je te pose, c'est que je pose à tout le monde, c'est que qui tu connais dans ton réseau perso, vraiment que tu pourrais avoir à limite un SMS avec, euh, que tu connais, que tu penses être intéressant. Alors attention, c'est pas forcément dans le métier du ads, etc. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est plus quelqu'un que tu trouves intéressant, qui t'a appris quelque chose récemment, que tu trouves pertinent sur un sujet, et ça peut être lié au corps, lié à la productivité, lié au business, lié à n'importe quoi, même une personne qui t'inspire tout simplement, que tu trouves sympathique. Ça peut être un physicien, un théoricien qui t'explique très facilement des grandes explications sur l'univers et comment il fonctionne, jusqu'à le pizzaïolo chez toi, tu trouves que t'es un gros bosseur, tu kiffes passer du temps avec lui. En gros, qu'est-ce que tu pourrais me conseiller qui serait intéressant de venir dans ce podcast? Alors, pour venir dans le podcast, je réfléchis. Le problème, c'est que j'échange beaucoup trop avec des gens qui sont dans le même milieu que moi. Bien sûr. Donc, j'en ai plein dans le même milieu que moi. C'est Et déjà après, j'en ai d'autres dans des milieux différents, mais qui sont plus américains. Donc, pour le podcast, c'est peut-être un peu compliqué. Euh, je réfléchis en même temps. Qui est-ce que je pourrais avoir? Tu me prends un petit peu au dépourvu, je t'avoue, là, j'ai pas d'idée. T'inquiète, c'est fait exprès. Écoute, si t'as vraiment zéro idée, donne-moi deux personnes que tu connais avec qui font des ads. Moi, ça me va très très bien aussi, tu vois. Deux personnes que je connaisse qui peuvent être intéressantes dans ce domaine. Il y a Rohin Kumar, qui est le lead creative stratégiste de chez 900 Care, qui est une marque e-commerce. Bien sûr, bien sûr. Euh, qui fait plus ou moins la même chose que ce que nous on fait dans mon agence chez Kikads, Mais en interne et chez eux. qui ouais, est en interne chez eux, et qui est très fort là-dedans. 900K, incroyable, hein. Vraiment, cas d'étude Ouais, pour toute très personne belle marque. qui veut faire du contenu de qualité, qui convertit. 900K, rien à voir. Alors que moi, je suis pas du tout en mode, l'environnement, etc. Ils m'ont limite converti. Ma femme, j'en parle même pas. C'est bon. Maintenant, dès que je vais en France, ah, moi, 900K, machin. Donc, franchement, pour le coup, hyper fort. Trop, trop fort. Et il y en a un aussi, donc qui est pas forcément dans les ads, mais qui est dans l'e-commerce. C'est William Montagu, qui est le CEO de la marque Boku, qui est une marque e-commerce aussi, qui fait Mhm, des toilettes japonaises accessibles qui sont adaptables sur des toilettes normales. mhm. Et lui, c'est un mec hyper intéressant parce que il a réussi à créer une marque e-commerce et à la faire grimper hyper rapidement. Euh, et si on se penche sur le cas de la marque Boku, c'est vraiment une masterclass de tout ce qu'il faut faire en e-commerce, que ce soit sur la partie branding, sur la partie Mhm. taux de conversion, sur la partie ads, sur la partie positionnement, sur l'humour. Honnêtement, ils sont très très forts. Donc Écoute, lui, il a beaucoup de choses intéressantes à raconter. écoute, je leur enverrai un message de ta part. Et pour être honnête, j'avais vu passer, je crois, une pub à eux qui était vraiment très fort, avec une petite vieille, je crois, il me semble, qui Ouais, passait. C'était exactement. C'est eux. pour ça que ça m'a fait rire, c'est pas pour. Et en plus, le nom est incroyable, franchement. Tu vas dans des toilettes, tu t'appelles Boku. Bah Franchement. évidemment, c'est là où ils sont très forts. Ils ont trouvé une Ah ouais. image là où tous les concurrents ont des images hyper chiantes de spécialistes de la santé, etc. Eux, ils sont partis complètement à l'opposé, un truc hyper drôle, déjanté, etc. Ah, c'est Et frais, quoi. c'est pour ça que ça cartonne. C'est frais, c'est frais. Écoute, je l'ai contacté de ta part, pardon. Émeric, moi, ça a été vraiment un plaisir de discuter avec toi. Encore désolé pour les problèmes techniques de début de podcast, pour le coup, j'espère que tu m'en veux pas. Aucun souci, ça arrive. Je te souhaite du coup une bonne continuation. Pour moi, ça a été un plaisir vraiment de te recevoir dans ce podcast. Et on espère Plaisir que partagé. on se reverra où je te présenterai peut-être mes ads et tu me diras, mais c'est nul, ça, faut que tu fasses ça, etc. Ça ferait vraiment plaisir que tu analyses une de mes ads dans un prochain épisode. Ça serait vachement cool. Ben avec plaisir, avec plaisir. Bah, Merci écoute, beaucoup, Tassim. je te dérange pas plus, tu prends soin de toi et on se dit à la prochaine. Yes, merci, salut, à plus.